Bonjour tout le monde, bienvenue à Sportneuf Laval. Cette semaine, on reçoit Philippe Comtois, président du Mouvement aquatique de Laval et ex-olympien en plongeon. Êtes-vous prêts? On plonge! Bonjour Philippe. Bonjour. On va parler un peu, tu as été l'instigateur un peu du nouveau complexe aquatique qu'on va avoir à Laval en 2020. Alors, je vais te demander de nous parler un peu de qu'est-ce que ça va être, ce nouveau complexe-là. Bien, juste commencer un peu au départ. Après les Championnats du monde en 2005, c'était à Montréal, l'ambiance était bonne, les gens parlaient beaucoup de sport aquatique, donc on s'est dit que ce serait le temps de recommencer le projet. Donc en novembre 2005, on a vraiment recommencé. On a réuni toutes les personnes qui touchaient de près ou de loin à la piscine, autant les sports, les loisirs, les personnes âgées, tout le monde qui pouvait toucher à la piscine, pour dire qu'est-ce qu'on a besoin à Laval comme centre aquatique, comme complexe aquatique, pour vraiment avoir ce qui va répondre aux besoins de tout le monde. Donc c'est comme ça que ça a commencé. On a fait une présentation au maire en 2009. Il a accepté cette présentation-là et les processus ont commencé. C'est sûr qu'il y avait quelques petits problèmes administratifs entre-temps, là, mais je pense que là, avec le concours architectural qui est arrivé au mois de décembre, avec le jury qui a choisi la firme, on s'est vraiment très proche. C'est un centre aquatique qui va répondre à vraiment tout ce qu'on a besoin à Laval. Autant, nous, ce qui est important, c'est que oui, c'est sûr qu'il y a un bassin de 50 mètres pour la natation, un bassin de plongeon, un bassin de water polo pour tout ça, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une place réservée à monsieur, madame, tout le monde qui viennent soit s'entraîner, faire des longueurs, soit venir jouer dans la piscine, que les enfants s'habituent à l'eau. Parce que c'est sûr qu'on entend souvent parler pendant l'été, il y a beaucoup de noyades. Et une des choses, c'est que le monde pense qu'ils savent nager et nous, on veut leur montrer que pas nécessairement, puis on veut leur apprendre à nager pour être sûr que ça soit sécuritaire. Donc, c'est vraiment important que ce centre-là puisse donner ce service-là. Parfait. Comme là, tu as dit oui, l'accès à ce complexe-là va être pour monsieur, madame, tout le monde. Quand on parle un peu de sport de plus haut niveau, en quoi ça va aider à nos athlètes lavallois, ce nouveau complexe-là? Bien, ça va être un complexe qui va être complètement complet. Comme je vous disais, il y a une section qui va être réservée vraiment pour le récréatif. Mais pour les compétitions, ou pas les compétitions, mais pour les sports de compétition comme le plongeon, la natation, le water polo, le nage synchronisé, il y a vraiment des plateaux réservés pour eux autres, vraiment construits ou conçus pour eux autres. Le bassin de plongeon, c'est un bassin qui va répondre soit au plongeon avec la profondeur de 5 mètres, mais qui va être assez grand pour tenir soit des matchs de water polo, soit des compétitions de nage synchronisé, et évidemment un bassin de dénagement pour la natation, parce que ça prend ça aussi. C'est beau avoir un bassin de 50 mètres, mais ils ont toujours besoin d'un bassin de 25 mètres pour se réchauffer, pour dénager. Donc, c'est vraiment un complexe qui va être vraiment complet pour ça. Il va y avoir des tours de 10 mètres, il va y avoir des tremplins de 3 mètres, il va y en avoir beaucoup. Il va y avoir vraiment les installations qui vont donner ce que, à mon avis, à moi, qui va être la plus belle piscine au Canada, si ce n'est pas en Amérique du Nord même. Parfait. Toi, en tant que président du Mouvement aquatique de Laval, c'est beau, on va avoir un complexe aquatique, on va avoir monsieur, madame, tout le monde, mais comment qu'on va faire aussi pour le meubler avec des athlètes quand on sait que maintenant, on a un club de plongeon, mais qui est plus ou moins adéquat parce qu'on n'a pas les installations. Même chose, on a un club de natation, mais on n'a pas les installations pour qu'on ait une équipe performante à 100 % parce qu'on n'a même pas un bassin de 25 mètres. Vous, en tant que mouvement aquatique lavallois, là, vous allez faire quoi là-dedans? Bien, c'est sûr que, oui, c'est sûr que les dernières années, autant pour tous les clubs aquatiques, à Laval, c'est un challenge parce que les piscines sont vieilles. Ils ont le même âge que quand moi, je m'entraînais, quand j'ai commencé à entraîner en 84, qui fait 30 ans de ça. Les conditions ont changé, les règles ont changé, donc certaines profondeurs de piscine ne sont même plus adéquates pour faire du 3 mètres en plongeon. Il n'y a pas de 50 mètres. Le seul, c'est une piscine extérieure. Donc, c'est vraiment limiter les installations. Mais je pense que les clubs, on le sait, on a 3 ans et demi pour se préparer. On va faire tout ce qu'on peut. Les clubs vont faire ce qu'ils peuvent, mais ça va être vraiment après. Une fois que tu as une complexe comme ça, ça prend 10 ans, ça peut prendre jusqu'à 10 ans avant vraiment que les clubs soient à leur pleine capacité. Mais je pense que les acteurs, ça fait tellement longtemps qu'ils l'attendent, qu'ils mettent présentement ce qu'il faut pour le faire. C'est sûr qu'il va y avoir plein d'autres activités. On ne peut pas avoir un complexe pour dire on va juste faire du sport à haut niveau. Ça va prendre de l'aquaforme, ça va prendre n'importe quelle activité qui touche de près ou de loin à l'eau va être donnée là, c'est sûr. Et ce qui est important, c'est d'être capable de diversifier les activités pour être sûr de répondre à tout le monde. Comme je disais tantôt, ce qui est important, c'est que les jeunes savent nager. Il y a un nouveau programme à l'Aquarouge qui c'est apprendre à survivre
vivre pour nager, qui va être important de donner parce qu'on évalue les jeunes qui sont capables, en situation de tomber d'un bateau, tomber d'un quai, qui sont capables de se débrouiller pour être capables de ne pas se noyer. Donc, c'est plein de programmes comme ça qui vont rentrer en ligne de compte. C'est sûr qu'il y a 2 belles commissions scolaires à Laval, autant anglophones que francophones, qui sont importantes, qui ont beaucoup d'élèves. Donc, c'est des clientèles qu'on va demander, qu'on va offrir des services pour leur dire, bien, venez au centre aquatique. De jour, c'est là qu'il va être important de remplir ça. Le soir, j'ai aucun problème là-dessus, mais le jour va vraiment un challenge. Donc, c'est de trouver des activités qui vont répondre à la panoplie de clientèle qu'on va aller chercher à Laval. Puis, tu parlais de challenge. Oui, il y a un challenge, évidemment, là, de remplir le complexe. C'est quoi aussi vos attentes et vos plus gros challenges en tant que mouvement aquatique, mais en tant que offrir ça à la population pour que tout le monde soit satisfait? Oh, c'est une bonne question. Je pense que le plus gros challenge, c'est que les gens viennent. Ça m'inquiète pas beaucoup, mais quand même, les gens sont plus habitués d'aller nager, d'aller se promener dans un complexe aquatique à Laval. Ils vont aller à Terrebonne, ils vont aller à Saint-Eustache, ils vont aller à Montréal. Donc, c'est vraiment leur montrer que ce centre-là va répondre à tous leurs besoins, puis ça va être la place à venir. Il va être très central à Laval, mais ça va s'assurer que les gens le connaissent et que l'adoptent rapidement. Parfait. Si toi, là, tu l'as dit, ça fait 30 ans, on en a parlé un peu au départ, tu es un ancien athlète. Toi, avec un complexe comme ça, est-ce que tu penses qu'on va être capable de rehausser le niveau des sports aquatiques à Laval? C'est sûr, parce que moi, quand je m'entraînais, en plongeon, il y avait peut-être 15 membres de l'équipe nationale. Il y en a 12 qui venaient de Laval. On s'entraînait tous à Montréal, mais on était 12 pendant une certaine période. Donc, le bassin à Laval est là pour répondre à ça. Et en plus, Montréal, avec la reconnaissance qu'ils ont, c'est pleine capacité. Au centre de Rebière, le plongeon, en tout cas, je parle en connaissance de cause, le plongeon, c'est plein. Oui, tu as le stade olympique, mais il manque d'installation. Donc, je sais qu'en ouvrant à Laval, ça va répondre, les clubs vont grandir rapidement. C'est sûr que ça va prendre beaucoup d'énergie, ça va prendre des gens dédiés, mais je pense que le temps va nous rapporter des bons résultats. Parfait. Parlant de gens dédiés, toi, sachant qu'on a un nouveau complexe, est-ce que toi, tu vas te dédier encore plus dans le coaching avec Plongeon Laval et tout ça, ou c'est quelque chose que tu vas essayer de trouver quelqu'un d'autre? Tu sais, je ne serais pas la personne que je suis si je n'avais pas plongé. J'ai plongé pendant 21 ans, j'ai coaché pendant 10 ans. Le sport, pour moi, n'importe quel sport aquatique, pour moi, est très important. Qu'est-ce que je vais faire dans 4 ans, dans ce moment-là, je ne sais pas. Moi, c'est sûr que le mouvement aquatique espère être capable de s'occuper des activités. C'est vraiment ça. Puis moi, j'espère être capable de faire ça parce que je veux tellement redonner à la communauté. Oui, c'est beau coacher, mais le coaching, c'est peut-être un peu restreint aux athlètes. C'est le fun. C'est sûr, c'est toujours coacher. Mais je pense que c'est ce qui est important. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la ville au complet profite de mon expérience là-dessus pour être capable de donner un service. Parfait. Parlant d'expérience, au retour, on va parler de ton expérience olympique avec nos spécialistes. On va commencer avec toi, Nicolas. Philippe, on sait plongeon, sport d'esthétisme, où est-ce que vous êtes en maillot de bain? Tes difficultés que tu as pu rencontrer par rapport à ça dans ta carrière? Bien, tu sais, le plongeon, c'est un sport qui demande de l'énergie, mais différemment. On va pas courir, on n'a pas besoin de boire beaucoup d'eau ou à s'hydrater tout le temps. Donc, nous, des fois, on faisait des niaiseries, on allait manger quelque chose de pas très bien juste avant de compétitionner, mais parce qu'on savait que ça n'avait pas d'importance. Le plongeon, ça dure 6 secondes. Tu montes les marches, ça prend 15 secondes. Donc, c'est vraiment très court. C'est vraiment le corps qui a besoin d'être bien entraîné. Donc, la nutrition, c'est sûr que le sport esthétique, tu as 7 personnes qui te regardent en bas, qui s'attendent à ce que tu aies une image. Déjà, s'ils ont un coup d'œil positif en partant, les erreurs, ils ont peut-être chance de moins les voir, de moins porter d'importance là-dessus. Il y en a 7, ça, c'est juste les juges, mais quand tu les estrades pleines, c'est pas mal plus tough sur le jugement, ça aussi. Oui, mais il y en a juste 7 qui sont importants. Parce que la foule, oui, c'est sûr que la foule, c'est important, c'est le fun, mais ils sont déjà plus loin en partant. Là, mais je veux dire, ils sont déjà un parti pris, veut pas, parce qu'ils sont là pour regarder un sport qu'ils apprécient. Les juges sont vraiment là pour te noter. Mais la structure du plongeon fait que les juges ont un impact important, mais ils sont quand même bien équilibrés. Mais oui, c'est sûr que la nutrition, nous autres, on a une nutritionniste qui est embarquée, avec nous autres 2 ans avant les Jeux olympiques. Parce que c'est toujours un challenge. Je veux pas... on s'entraîne pendant 11 mois dans l'année. Tu as un mois que tu fais pas grand-chose. Et le sucre que tu n'as pas mangé pendant 11 mois, tu as vouloir tendance à le prendre le dernier mois qui n'était pas là. Mais il faut toujours être en forme. Je pense que c'est vraiment là la nutritionniste qui est là pour nous accompagner. Oui, c'est sûr qu'en étant un gars, c'est toujours plus facile de perdre du poids, d'avoir une image fit parce que les gars dépensent beaucoup plus d'énergie. Et moi, j'ai pas été tendance à marcher. Moi, j'avais toujours tendance à courir. Là. Mais...
c'est de donner des trucs aussi de ce que tu peux manger après une... Tu sais, entendre dire, bien, prends un lait au chocolat en sortant de la piscine. La première fois, tu dis un lait au chocolat, excuse, là, mais c'est du sucre, c'est du gras, ça marche pas. Mais c'est de comprendre tout ça, je pense, qu'est-ce qui est important. C'est vraiment ça. Ben, exactement, avec ton expérience, tu as bien résumé la particularité du plongeon. Alors, habituellement, on est habitué avec des sports, comme tu dis, il faut bien manger avant, maintenir l'énergie tout le long, alors que là, c'est des périodes très courtes. C'est vraiment hors compétition que la nutrition est vraiment importante au niveau du plongeon. On parle de bien manger, une saine alimentation de base pour contrôler le poids, la composition corporelle. C'est un sport d'esthétisme, on ne se le cachera pas, c'est vraiment la partie cruciale de ce sport, fluidité du mouvement et tout ça. Mais on va aussi bien manger pour bien s'entraîner, développer notre bonne masse musculaire, notre force, notre puissance lorsqu'on va faire notre saut au départ, tout ça. Donc, l'alimentation doit être ajustée en fonction de l'entraînement hors compétition, je peux dire ça comme ça. Oui, parce que quand on était en entraînement, on faisait à peu près 150 plongeons par pratique. C'est monter, descendre les marches, on en fait beaucoup. Mais pas les descendre, les monter, là. Parce que tu descends, parce qu'il y a une erreur dans ton plongeon, sûrement. Mais c'est sûr que, veut pas, on était à pleine capacité parce que quand on arrive en compétition, veut pas, on se dit, oh, c'est facile, on monte, on descend, on monte, on plonge, ça prend 30 secondes, c'est fini. Mais le rythme cardiaque augmente beaucoup parce que, bon, tu as le stress, tu as tout ce qui vient avec. Donc, on essayait de répliquer ce rythme cardiaque-là. Tu sais, quand je m'entraînais, j'étais entre 130, 140 battements à la minute parce que je sais très bien que c'est ce que je vais avoir en compétition. Tandis que si tu as un battement régulier, normal, entraînement, tu arrives en compétition, cette énergie de ton cœur-là risque de t'empêtrer un petit peu. Donc, oui, évidemment, la nutrition était là pour s'assurer qu'on avait la bonne énergie au bon moment. Tu sais, en compétition, il y avait toujours des petits jus, des jus d'orange, ça fait comme ça, parce qu'on a besoin juste d'un petit boost, mais je veux dire, rien de plus que ça. Mais parce que le plongeon, c'est un sport particulier. C'est surtout, comme tu disais, à l'entraînement, où c'est pas en compétition que tu vas perdre le poids. C'est à l'entraînement que tu vas développer ta shape. Tu as fait les Jeux olympiques en 96. Malheureusement, 2000 blessures. Oui. Et tu as fait les Jeux en 2004 aussi. Dans ce laps de temps, est-ce que tu as modifié ta nutrition? Est-ce qu'il y a des choses qu'en 96 que tu connaissais même pas parce que c'était pas quelque chose que vous aviez? Tu l'as dit, votre nutritionniste est arrivé 2 ans avant les Jeux. Et de 96 à 2004, c'est quoi les changements que tu as dû apporter aussi à cause sûrement de ton âge? Mais c'est sûr que l'âge, c'est l'expérience aussi. Tu sais, à 20 ans, tu as l'impression que rien ne va t'arrêter, tu peux manger n'importe quoi, tu peux faire n'importe quoi, puis il n'y a rien qui va t'arriver. Quand tu arrives à 28 ans, j'avais un enfant, j'étais marié à ce moment-là, la nutritionniste, c'est l'information qu'elle te procure. Parce que tu te dis, bien, c'est ça, comme dit, on peut manger un Big Mac, on peut manger n'importe quoi avant la compétition, puis c'était pas grave, là, je serais pas malade, je le sais. Mais c'est comme tu disais tantôt, c'est toute la préparation qui vient avant, que quand tu arrives en compétition, tu n'as pas le goût, tu veux juste continuer ça. C'est rendu une habitude, c'est rendu intrinsèque en ce que tu fais comme performance. Donc, quand tu le fais, tu te sens bien, mais pourquoi je ne continuerais pas ça en compétition? Donc, c'est vraiment juste c'est un autre type d'entraînement aussi. Donc, oui, c'est ça, je crois que ces 2 années-là qui nous ont apporté, tu sais, ça a continué par après aussi, parce que quand je coachais, je disais à mes athlètes, bien, garde, essaye ça, tu vas voir ce que ça fait. Moi, de toute façon, je l'avais expérimenté. Donc, tout ce que tu as expérimenté, tu as essayé des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Donc, c'est d'être capable de t'adapter puis de transmettre ça aussi. Donc, c'est vraiment l'enseignement que ces 2 ans-là m'a permis de comprendre. Puis bien te sentir tout le long, autant dans l'entraînement qu'au moment de la compétition, pas sentir un besoin. Tantôt, tu disais au départ, on se privait. Puis là, le dernier mois, là, maintenant qu'on arrive en compétition, envie de sucre, bien, on veut développer des bonnes habitudes alimentaires qu'on n'aura pas besoin de ressentir un manque. On n'a pas besoin de se priver non plus parce que contrôler le poids ou perdre du poids si c'est nécessaire, c'est pas obligatoire de couper ou de se priver. C'est juste de bien manger. Puis c'est là qu'en nutrition, notre rôle est très important, surtout avec des sports d'esthétisme. On ne veut pas développer des troubles nutritionnels éventuellement. Non, c'est pas le temps. On parle de plongeon, mais en gymnastique, c'est encore des fois plus frappant. Donc, on ne veut pas que les athlètes développent ça. On veut qu'ils développent des bonnes habitudes qui vont être capables de maintenir tout le long de l'année, autant en entraînement qu'en compétition. Puis, dans l'idéal, suite à leur carrière, bien sûr. Exact, c'est sûr. Donc, je pense que c'est ça aussi, que moi, j'ai pris ma retraite pas longtemps après. Donc, c'est effectivement, comme tu disais, c'est de continuer ça. Tu l'as fait pendant 2 ans ou pendant 10 ans. Pourquoi arrêter ça? C'est sûr que l'entraînement est différent.
l'apport calorique, ça reste la même, il faut que tu fasses attention. Là. Donc, c'est un des trucs qu'il lui disait toujours. Fais attention quand tu es en pause, c'est pas le temps de continuer. Il ne faut pas que tu manges pareil, il faut que tu manges à ta faim, il faut que tu t'adaptes aussi. Mais je pense que c'est ça que la nutritionniste a vraiment nous apporté. D'abord, un suivi. À chaque semaine, on avait un suivi. Puis là, tu vois l'amélioration. Au début, c'est sûr que c'est toujours lent. Là, puis tu dis, ouais, ça marche-tu vraiment? Là? Mais c'est quand j'arrive aux Jeux olympiques, j'étais la masse musculaire la plus élevée, la masse de gras le moins. Pourtant, je ne m'étais pas senti que j'avais travaillé pour le faire. Mais oui, on s'entraînait beaucoup, mais tout ce suivi-là nous a permis de me rendre ce que je n'avais jamais fait avant. Parfait. On va parler avec Maryse après sur l'évolution de ta préparation physique de 96 à 2004. Philippe, tu as travaillé depuis 84, tu as dit que tu as commencé à plonger, évidemment. D'étape en étape, tu as certainement amélioré la technique, mais la préparation physique, quand est-ce que tu as commencé à travailler hors plongeon? Là? Officiellement, quand je suis arrivé à Montréal, quand j'arrivais au club de plongeon à Camo en 88, déjà là, eux autres, ils commençaient déjà à faire l'entraînement. C'était beaucoup avec l'hydraulique ou avec les levées de poids. Tu avais quel âge? J'avais 12 ans. Okay. À peu près, 12 ans exactement. Donc, ça a été vraiment... Mais c'était l'entraîneur qui préparait les plans. Puis éventuellement, au fur et à mesure, c'est devenu... On a fait affaire avec des haltérophiles, on a fait affaire avec des conditionneurs de conditionnement physique. Donc, c'était vraiment... mais tu avais toujours l'entraîneur qui disait que tu avais plus des exercices spécifiques sur le bord de la piscine, sauter sur des tremplins, sauter des choses comme ça. Mais tu avais 2 jours que c'était beaucoup plus technique et tu avais 3 jours qui étaient vraiment dans le conditionnement beaucoup plus musculaire. Lever de poids, poussée de jambes, abdominaux. C'est à peu près tout ce qui était relié à toutes les autres, mais tu étais en excédent de l'entraînement. Parfait. On parle de 96, vraiment, où est-ce que tu as été tes premiers Jeux olympiques à 2004. C'est quoi aussi les changements que tu as eu à avoir dans ta préparation physique? Bien, c'est sûr que, bon, comme tu as dit tantôt, en 2000, j'ai eu mon accident à ma jambe. C'est sûr que ça a changé beaucoup de choses. J'ai perdu de la force, j'ai perdu de la flexibilité, j'ai perdu beaucoup de choses suite à cet accident-là. Donc, les 4 années suivantes ont été vraiment... quasiment 90 d'entraînement à cette jambe-là. Parce que, veux pas, l'autre jambe, elle travaille toujours quand tu sautes, quand tu bouges, tandis qu'elle avait toujours tendance à être un peu en retard. Donc, vraiment, j'avais beaucoup plus d'entraînement spécifique sur cette jambe-là et c'était vraiment poussé à l'extrême pour être capable que j'ai un équilibre entre les 2 jambes. C'était vraiment une grosse différence. Est-ce que tu as réussi à récupérer, tu dirais, à 100 pour... Non, jamais. Je ne pourrais pas parce que une des choses, c'est que ma jambe n'appuie pas autant. Okay. Lors de mon accident, il y a un nerf qui a été sectionné. Donc, j'ai eu une greffe nerveuse de 12 cm. À ce moment-là, c'était à peu près 5-6 cm qui reprenait, donc ça n'allait jamais vraiment repris. Donc, j'ai pas de contrôle sur mon pied. Donc, j'ai appelé ça un pied tombant. J'ai plus de muscles à côté de mon tibia. J'ai plein de choses comme ça qui font que j'ai une certaine limitation, mais je me suis jamais arrêté à ça parce que pour moi, c'était de l'entraînement qui était important. Puis, je faisais tout pour être capable de récupérer ça. Bon, je peux dire peut-être que ma jambe gauche, vers la fin, était peut-être à 85-90 de ma jambe droite, mais le fait que je pouvais pas bouger le pied comme il faut, il fallu que je change de jambe d'appel, il fallu que je m'adapte un petit peu. Mais l'entraînement était vraiment poussé au maximum pour que ça fasse pas vraiment de différence là-dessus. Malgré ça, tu as été capable de reprendre tous tes plongeons au même niveau que tu avais? Même niveau, puis avec l'âge, on prend toujours un peu plus d'expérience, donc même ça a été un niveau différent parce que, veux pas, tu sais, quand arrivent ces accidents-là, il faut que tu te questionnes un peu pourquoi c'est arrivé. Bon, c'est sûr que des fois, c'est une niaiserie, tu as marché sur quelque chose puis tu l'as pas vu. Mais vraiment, à ce moment-là, c'était, j'avais 24 ans, j'avais une bonne espoir aux Jeux olympiques. Tu sais, vraiment, c'était toute l'ambiance qui faisait que je n'étais pas nécessairement concentré sur ce que je faisais. Donc, j'avais oublié pourquoi je plongeais. Donc, ça a été une des choses qui m'a rappelé, de dire, bien, je m'entraînais, pourquoi? Bien, parce que j'aime le sport. Donc, ça m'a remis sur le chemin et cet entraînement-là encore plus poussé parce que, je veux pas, bon, je vieillissais, je commençais à avoir une famille, je voulais coacher aussi, mais c'était vraiment le package qui a dit, bien, t'aimes le plongeon, concentre-toi là-dessus. Et mon niveau de plongeon a monté d'un cran pour rien, juste parce que je me suis rappelé de ce que c'était. Et l'entraînement, parce que, tu sais, veux pas, le conditionnement physique, ma jambe, elle a une faiblesse, veux pas. Et c'est grâce au conditionnement physique qui m'a permis de remonter au niveau que j'étais. Est-ce que tu devais passer plus de temps en préparation physique pendant cette période-là? Oui, parce que, comme je disais, l'ensemble de la flexibilité, ma jambe appuie pas autant, elle plie pas normalement, donc je peux pas mettre un petit bonhomme, j'ai de la misère à mettre à genoux. Donc, il y a plein de gestes comme ça que je pouvais pas faire, donc il fallait que je compense par le conditionnement physique, parce que nous, on fait beaucoup de pério au sol, beaucoup d'entraînement là-dessus. Tout ce qui était par en arrière, comme j'arrive avec le pied pointé, je pouvais pas tomber sur les pieds, donc il fallait que j'augmente ma condition physique pour être capable de rajouter une demi-rotation pour tomber sur le dos. Donc, c'était vraiment poussé au maximum pour que je sois capable de compenser cette chose-là. Donc, l'entraînement physique, c'était saute un peu plus haut, va un peu plus rapidement, mais beaucoup plus
plus de force. J'étais rendu que je faisais des squats juste sur la jambe gauche, jamais sur la droite parce qu'elle n'était pas assez forte là-dessus. Ah, super intéressant. Ça a été un bon challenge de ton équipe aussi pour t'encadrer par rapport à ça. Tu as dû faire appel à différents spécialistes pour t'aider à trouver des trucs pour aller plus loin. Oui, c'est sûr que nous, ça faisait déjà quelques années, on faisait beaucoup de danse aussi. Donc, ça a été vraiment la flexibilité pour être capable de garder cette flexibilité-là de ma jambe pour aller le plus loin, la pousser au maximum. En plus, bon, c'est sûr que quand tu fais beaucoup de conditionnement, les muscles travaillent beaucoup, donc tu as besoin de les étirer beaucoup. Donc oui, on avait toujours comme un conditionnement physique qui était toujours là, qui nous suivait 3 fois par semaine, qui était là, qui nous évaluait. Les résultats étaient même transmis à l'Association canadienne pour voir vraiment toute l'évolution qu'on avait. Donc oui, on a eu une équipe, je te dirais les deux dernières années, 2002 à 2004, qui nous a complété, qui nous a permis de nous rendre aux performances qu'on a eues en 2004. Puis quand tu dis danse, là, tu parles de danse-ballet. Danse-ballet, oui, effectivement, oui, c'est ça. C'était 2 fois par semaine, ça durait 1 heure. Moi, j'avais beaucoup de blessures aux épaules, beaucoup de tendinite, parce qu'on plongeait énormément, on plongeait 10 mètres. Et la danse m'a permis d'empêcher, d'éradiquer complètement en dedans de 6 mois. J'ai jamais eu une blessure aux épaules après, grâce à ça. Puis la même chose, les jambes, tu sais, veux pas, comme je te disais tantôt, tu sais, j'en faisais énormément sur cette jambe-là, mais grâce à ce ballet-là, cette danse-là, tu sais, tout était, la flexibilité était là, que les blessures, je n'avais presque plus. Wow, c'est intéressant. Parfait. On va parler avec Heidi en revenant surtout de comment on fait pour gérer, manquer les Jeux olympiques de 2000 et d'être capable de se sélectionner pour 2004. Philippe, tu l'as dit, tu t'es blessé en 2000. Malheureusement, tu t'es blessé sur le tremplin. Oui. Comment tu as fait après pour retourner la gestion de tout ça sans avoir la peur de monter sur le tremplin? Comme j'expliquais un peu tantôt, oui, s'il y a un accident, ça peut arriver bêtement en traversant la rue, n'importe quoi. Tu ne te remets pas en question pour ça. Mais quand il arrive un accident en plongeon, souvent, c'est lié à quelque chose. Bon, moi, j'aimais déjà arrivé tomber la face sur le tremplin, casser la jambe comme ça, casser le poignet. Ça, c'est des accidents comme ça que tu te dis, bon, faut-tu survivre? C'est sûr que sur le moment, le monde est détruit, c'est la fin du monde, tout te tombe dessus, mais c'est quelques semaines ou quelques mois après, tu te dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est arrivé? Tu sais, même mon accident à Sheffield, quand je me suis cassé la jambe, comme j'expliquais un peu tantôt, tu es en 2000, tout va bien, tu es parmi les 5, 6, 7 meilleurs au monde, les Olympiques s'en viennent, tu sais que c'est ta meilleure chance de performer, tu as des commanditaires, tu as du monde qui t'apprécie, qui t'encourage. Tu perds un peu tout le focus de pourquoi tu t'entraînes, puis pourquoi tu plonges. Donc, quand je suis arrivé à Sheffield, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de conditions en même temps. Les championnats du monde avaient été so-so, je n'avais pas donné les performances que je m'attendais. Là, je suis arrivé à la compétition, puis je me sens bien, je vais en donner un peu plus. T'sais, on va en faire un petit peu plus, puis c'est là qu'arrivent les accidents. Parce qu'au lieu de te dire non, je vais comme d'habitude, puis mon corps, il va se placer, tout va bien aller, puis le petit stress de compétition va juste faire que ça va aller encore un petit peu plus facilement. Mais quand tu commences à en demander un peu plus, d'en faire un peu plus, puis que tu n'es pas entraîné à le faire, bien, c'est là qu'arrivent les accidents. Donc, c'est ça que tu te rends compte. Donc, oui, c'est sûr que le risque est toujours là. C'est sûr qu'en vieillissant, la gestion de ce risque-là devient de plus en plus difficile parce que tu sais c'est quoi qui peut arriver. Tu sais, quand tu as 12, 13, 15, 16, 17 ans, le futur, comme je t'expliquais tantôt, tu as l'impression que tu peux passer au travers du mur puis c'est le mur qui se tasserait. C'est pas toi, tu te ferais pas mal. Mais quand tu arrives un peu plus vieux, tu as tout l'impact de ça. Donc, c'est d'apprendre à gérer, dire, bien, oui, c'est sûr qu'il y a un risque sur le tremplin, mais je plonge parce que j'aime ça, puis je suis capable, faut que je le mette de côté. Puis quand je serai en bas, bien là, je réaliserai ce que j'ai fait. Dans un sens, c'est de travailler avec la peur, c'est pas de nécessairement l'ignorer. Elle va être tout le temps un peu présente parce que c'est un sport à risque. Qu'est-ce que tu dirais était ton plus gros obstacle à ton retour de blessure au niveau de ta préparation mentale? Le plus gros obstacle, comme j'expliquais, c'est de dire, ben oui, le risque est là. Oui, il faut, comme tu disais, mais c'est un entraînement aussi. Tu sais, il faut passer les étapes. Même quand je suis revenu de ma blessure, il fallu que je refasse les étapes. Parce que, oui, c'est sûr que, bon, j'ai 21 ans, j'étais assez fort mentalement. Je dis, ouais, je sais que les 10 mètres, il n'y a pas de danger, je me ferai pas mal en rentrant dans l'eau, quoi que ça peut arriver. Mais je veux dire, mais il faut quand même, quand tu rembarques sur le tremplin, tu sais, je l'ai refait, ce plongeon que je me suis laissé là. Mais il y a toujours cette petite crainte-là parce que tu dis, ouais. Donc, tu n'es pas capable de donner ton 100% à chaque fois. Puis c'est là qu'il risque encore d'arriver d'autres choses. Donc, c'est vraiment, comme je te disais, c'est étape par étape. C'est de passer, on recommence tranquillement. On refait les plongeons que j'avais de la facilité. Après ça, on fait un peu plus dur. C'est vraiment ça. Puis même chose pour les jeunes, le développement. C'est ça qu'on a compris avec les années. Et quand j'ai commencé à plonger, c'était garage-toi, on va voir si ça va marcher. Je suis sûr que ça va marcher. Essaye-toi en bas, tu sais. Puis, ça a marché. Yeah, bravo. Pas aujourd'hui. Demain, ça va aller mieux. Mais je pense que ça a beaucoup changé. Les techniques ont beaucoup changé. Puis c'est l'avantage
lancement qui a fait ça aussi. Travailler avec des psychologues sportifs aussi. Tu sais, au départ, tu dis, un psychologue sportif, je suis pas malade dans la tête, j'ai pas de problème. Tu sais, c'est le sujet, pas le subjectif, mais je veux dire, tu dis, ah non, ça me semble que ça marche pas. Mais OK, on va essayer. Mais c'est vraiment, encore une fois, qui est arrivé 2 ans avant les Jeux, c'est la personne, elle parle, elle pose des questions. Tu sais, elle connaît pas le sport, elle arrivait du patinage courte piste, donc il n'y a rien à voir avec le plongeon, là. Mais c'est de te questionner sur comment tu as performé, comment tu t'entraînes, comment tu passes tout ça, que revenir sur toi qui dit ah oui, c'est vrai, ça a marché, ça. Donc, encore là, ça nous a permis, moi aussi, d'augmenter mes performances. Tu sais, je veux dire, j'étais toujours un même certain nombre de pointages. Puis toutes ces choses-là ont permis de monter d'une vingtaine de points. Tu sais, c'est 10 à 15 de plus de points parce que tu comprends plus de ce que tu passes en dedans. Ça fait partie de l'entraînement. Donc, le questionnement du pourquoi tu fais le plongeon a aidé à développer plus ta motivation intrinsèque, qui a fait que ça t'a aidé à surmonter les craintes que tu aurais pu ressentir en revenant. Et puis, comment tu t'es senti en 2000 quand tu as manqué les Olympiques? Tu étais à la maison, j'imagine, en train de regarder ton équipe plonger. Comment ça t'a affecté? Bien, tu sais, c'est sûr que ça a été comme, on peut dire quasiment un deuil, parce que quand il est arrivé l'accident, il disait toujours, ah oui, je vais être capable, je ne suis pas la première blessure. Je m'étais cassé le poignet, j'ai été 10 mois dans le plâtre, puis j'ai toujours plongé, puis je dis, regarde, il n'y a pas de problème, c'est une autre blessure, je vais passer au travers. Là, le temps avance. J'étais en béquille, je me suis l'accident en mars, puis j'étais en béquille jusqu'en juin. J'ai commencé à marcher sans béquille aux Jeux olympiques. Là, tu dis, ouais, mais OK, mais j'ai assez de points pour me dire que si je dois dire que je suis prête, j'ai des chances qui peuvent me reprendre. Tu sais, il y a toujours cette chose-là ici. Là, tu commences à t'entraîner tranquillement. Là, tu commences à sauter un peu. Là, tu commences à voir les lacunes de ma jambe, comme j'expliquais. Est faible, là. Ça fait 4 mois qu'elle n'a pas travaillé. Là, un mois et demi, au mois de mai, je commençais à remarcher dans une piscine avec de l'eau aux hanches. Donc, c'est tout ça qui te rend compte que, ouais, on va essayer, puis finalement, il faut essayer d'accepter. Puis comme j'expliquais, c'est toujours après que tu te rends compte. Tu sais, ce qui était la chance, c'est que je me suis trouvé une maison. J'ai réappris pourquoi j'aimais plonger. J'ai vraiment mis les énergies de la bonne manière après ça pour que... oui, la première année, c'était difficile parce qu'il a fallu que je change de jambe, il a fallu que... Tu sais, beaucoup de choses que je réapprenne, mais rapidement après ça, ça m'a permis de comprendre. Tu sais, puis quand j'arrivais en compétition, c'est qu'est-ce qui me fait que je vais performer? C'est de trouver ça, puis une fois que je l'ai trouvé, ça a permis d'atteindre des choses que je ne pensais pas être capable d'atteindre dans les conditions. Parfait. Merci beaucoup, Philippe. On voit que tu es un gars inspirant, passionné. J'espère que les jeunes vont apprendre de ça puis s'inspirer de toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook et sur notre fil Twitter. Je vous laisse cette semaine avec un petit mot qui me fait penser à Philippe. Toujours poursuivre votre rêve. Merci. Bonne semaine.